commencer avec le livre de M. Capras. Donc là, vous présentez en 2 mots ou bien en tant que personne? Oui, je m'appelle Bernard Capras. J'ai été avocat pendant 25 ans au barreau de Bruxelles et au barreau de Luxembourg, Marchand-Famenne notamment. J'ai fait un peu de politique de 1975 à 1986. J'ai été député provincial pendant 3 ans. J'étais très jeune, j'avais 29 ans à l'époque. Et puis j'ai décidé d'arrêter complètement la politique pour me consacrer à mes affaires et peut-être aussi parce que je n'avais pas l'âme d'un tueur. Or, il faut quelquefois des réflexes assez particuliers pour poursuivre une carrière politique et franchement, je ne pouvais pas m'y résoudre. Et puis, en 1996, à ma grande surprise, Charles Ferdinand Nothomb, qui était à l'époque président du PSC, m'a sollicité pour que je devienne gouverneur du Luxembourg. Après réflexion avec mon épouse, j'ai accepté. Parce que j'avais fait le tour de mon métier. En plus, mon association d'avocats fonctionnait bien. Elle a pu continuer sans moi, sans problème. Mes enfants étaient, entre guillemets, casés. J'ai donc accepté cette fonction que j'ai pratiquée pendant 20 ans avec énormément de bonheur. Et puis à 67 ans, j'ai pris ma retraite et je me suis mis à l'écriture. Voilà comment je suis arrivé à cet ouvrage. Vous faites le même bonheur dans l'écriture. Et vous avez bien commencé avec ce cahier orange publié chez Weyrich. Quelle est votre motivation pour avoir choisi donc, la douloureuse période de la guerre pour ce roman, et plus particulièrement la résistance à partir de 1943, je crois? Alors, je dois expliquer en 2 mots la genèse de ce livre. Il est parti d'une indignation. Lorsque j'étais gouverneur de Luxembourg, mon attention a été attirée sur le sort d'une femme qui s'appelait Olga Martin. Je vais d'ailleurs regarder le prénom dans le livre. C'est le prénom de l'héroïne, oui. Qui avait eu, d'après les témoignages qui m'avaient été confiés, une conduite absolument héroïque pendant la guerre. On est dans la résistance. En cachant des réfractaires, des parachutistes anglais, et qui, malgré cela, a été maltraité par la résistance. Mais d'une manière absolument ignoble, simplement parce que elle avait une relation amoureuse avec un officier allemand. Voilà, donc on ne va pas dévoiler toute l'intrigue plus loin. Ça, c'est de cela qu'est né le livre. Il y a une autre source d'inspiration, on en parlera peut-être plus tard. Voilà. Oui, et je ne suis pas arrivé à la faire réhabiliter. C'est ça le problème. J'ai cherché à la faire réhabiliter, je n'y suis pas arrivé. Et donc c'est une frustration qui a ressurgi sous une forme littéraire. Voilà, c'est ce que je disais. Donc on ne va pas dévoiler toute l'intrigue, mais nous pouvons, je pense, dire que l'héroïne Olga, vous venez de le dire, est idéaliste en tout. Donc ça, Olga apporte un autre nom dans le livre. Elle se trouvera confrontée au dilemme suscité par l'époque. Donc elle tombe amoureuse d'un officier nazi non gestapiste, c'est toutefois important quand même, Kurt Molt, qui pourtant va le premier lui révéler son identité en tant que femme. Donc notamment par rapport à son père qui la traite en domestique. Elle travaille donc avec son papa dans une cordonnerie et elle est vraiment la petite domestique, la bonne à tout faire. Elle va vouloir s'émanciper et vouloir voler ses propres ailes grâce à l'intermédiaire d'un comte notamment où elle va loger dans sa maison, donc que ce comte met en location. Est-ce qu'elle se libère en quelque sorte de cette façon par l'ennemi finalement? Elle se libère par l'ennemi de sa condition en fait, finalement. Oui, c'est cela en fait. Le sort de cette femme qui était en effet asservie n'était pas unique dans cette époque. Et comme avocat, j'ai eu beaucoup de confidences de femmes brillantes, ce qui est le cas de cette Olga, qui, par exemple, n'ont pas pu poursuivre leurs études parce que il fallait être dans le commerce, il fallait travailler, il était impensable qu'une femme
puisse s'émanciper, notamment, c'est ce que je viens de le dire, au travers des études. Et donc, c'est effectivement le cas de mon héroïne qui va se révolter contre cette attitude et de manière très nette à l'égard de son père, et comme vous l'avez dit, avec cette relation qui n'ira pas de soi d'ailleurs dès le départ, mais qui lui permettra de s'épanouir. Elle va être subjuguée donc, par Kultmoll, donc l'officier nazi, et donc je vais lire un extrait en ce sens. Nous voici tout à coup dans un cours de littérature, donc elle se sent bien. Donc, hein. J'étais détendue, heureuse d'être écoutée, de donner mon avis qui n'était pas forcément le sien. Je parle de son père. Je me permettais de n'être parfois pas d'accord avec lui et j'osais le lui dire. Contredire un homme. Même dans mon enfance, les garçons étaient les maîtres. Il fallait biaiser pour s'imposer. À ce jeu, je me débrouillais pas trop mal. Je mangeais avec entrain, je buvais sans trop me soucier de cette brume voluptueuse qui petit à petit captait mes sens. Je souriais, je riais. La petite servante se mourait en compagnie de cet homme singulier. Il me respectait. Ce n'était pas le respect de façade qu'impose la bienséance, c'était le respect de ce que j'étais. Je me sentais belle, conquérante. Et voilà, donc je pense que ça situe bien l'événement. Comment est-ce que vous êtes mis en tant qu'auteur dans le rôle principal, je crois, d'Olga, si on considère que c'est le rôle principal? Ou alors vous vous sentez peut-être aussi proche d'Anton, dont par exemple, donc Anton c'est l'autre personnage principal. Vous pouvez peut-être expliquer ce personnage. Oui, je me sens proche des deux en fait. Oui, je m'en doute un peu, parce qu'Anton est avocat aussi. Hein, donc, oui. Voilà, donc, je vous ferai une confidence après sur Anton. Oui, je me sens proche de cette femme, précisément parce que j'en ai rencontré tellement qui ont souffert de cette forme de mise à l'écart, de sous-estimation. Hein. C'était le lot de beaucoup de femmes. Du reste, j'ai retrouvé le carnet de mariage de mes parents, qui se sont mariés juste après la guerre. Et l'article du Code civil est là, dans toute son horreur, vu d'aujourd'hui, la femme doit obéissance à son mari. Hein. Donc c'était très clair. Du reste, moi je me suis marié en 1970. Et mon épouse, qui est là, a dû demander mon autorisation pour ouvrir un compte en banque. C'était comme ça, voilà. Et pour les femmes, ça a commencé à changer en fait à partir de 1976. Donc, j'ai vraiment intégré très fort cette détresse, et c'est pour ça que j'ai voulu absolument que mon héroïne se libère de ce joug. Quant à Anton, petite anecdote, son prénom n'est pas choisi au hasard, c'est le nom de mon dernier petit-fils qui a aujourd'hui 4 ans. Et donc voilà, c'est un clin d'œil familial. Puis c'est un avocat américain, puisque le début de l'histoire se situe à New York. Oui, c'est lui qui, au décès accidentel de ses parents, découvre le fameux cahier orange dans un coffre. Donc après... Donc, au moment où c'est l'héritier d'une famille extrêmement riche, d'immigrés italiens aux États-Unis, dont la fortune s'est faite très rapidement, de manière d'ailleurs par moments douteuse, hein, comme le disait Balzac, derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Hein, c'est un peu le cas ici, mais dans la 3e génération, les choses se sont complètement apaisées. C'est une famille extrêmement respectée à New York. Du reste, lors de l'enterrement, il y a un monde fou, parce qu'elle a un engagement à la fois social et culturel et artistique très fort dans le chef de la mère de ce garçon, de cet avocat, Anton, la mère qui s'appelle Claudia Stanton. Donc il y a la découverte donc, de ce cahier orange. Hein, et ce cahier a-t-il existé réellement, ou bien comment vous avez vu l'inspiration du cahier lui-même en fait? Non, ce cahier, c'est évidemment totalement romancé. En fait, donc, après l'enterrement de son père et de sa mère, qui sont morts simultanément dans un accident d'avion à Anchorage, il se trouve dans le bureau de sa mère. Il y a là un coffre, il le fait ouvrir par les services compétents de son cabinet, et il va découvrir ce cahier qui est en fait l'ébauche d'un roman. Oui.
Donc c'est un roman dans le roman. Il y a un roman dans le roman. Il va donc lire ce roman d'une traite et il va s'interroger sur la question de savoir mais pourquoi est-ce que ma mère a écrit ce roman qui se termine d'ailleurs très brutalement. Il y a là toute une série de personnages, de lieux que je ne connais absolument pas. Et comme il est avocat américain dans un très grand cabinet, les cabinets d'avocats américains ont leur service d'enquête. Hein, on voit quelquefois ça dans les séries. Bon, et il demande au chef de son service d'enquête de faire une première enquête, puisque les choses se passent en fait dans les Ardennes belges. Et cet enquêteur va lui dire, ben oui, tous ces endroits, ces personnes existent. Et alors là, il va vouloir en savoir plus. Voilà. Il y a beaucoup dans le roman le contexte de filiation. Donc le père biologique d'Olga est compensé par exemple par Thomas, qui est l'ouvrier de la cordonnerie, donc l'ouvrier de son père, du père d'Olga, et qui est un peu son père de cœur. Il va lui arriver des valeurs, mais bon, ça c'est autre chose. Le père de l'officier allemand est lui artiste peintre, ce qui favorise la culture de Kurt Moltke. Donc, l'allemand donc, est cultivé, donc le nazi. Pour parler de la mère, on précise qu'elle est française aussi. Et cela conditionne la maîtrise de la langue, bien sûr, et cela facilite la communication avec Olga, qui le trouve cultivé, comme on a vu là tout de suite, sans compter le contexte principal. Qui est Olga par rapport à Claudia et Carlo Scarzani, les parents d'Anton? Voilà. Que pensez-vous de ce contexte de filiation? Alors, que je trouve à différents degrés dans le roman. Oui, c'est ça. Je ne vais pas m'attarder sur les rapports Claudia Stanton, Olga Maren, non, il ne faut pas etc. détailler. Non, parce que tout ça est au cœur de l'intrigue. En revanche, en ce qui concerne la toile de fond par rapport à cette partie du livre, oui, Kurt Moltke, est quelqu'un de cultivé, parce que son père, August Moltke, est un artiste peintre très connu en Allemagne. Alors, c'est un personnage, ça, que je n'ai pas inventé. August Moltke, dans le livre, correspond en fait à August Markt, qui a été un grand peintre allemand, extrêmement brillant, et qui est mort très jeune, lors de la guerre 14-18. Il a été tué lors de la bataille des frontières, le même jour d'ailleurs que Maulne, qu'Alain Fournier, l'auteur du roman bien connu Le Grand Maulne. Ils ont été tués à 100 km de distance, Markt et Maulne. Alors c'était assez terrible parce que ces écrivains, ces artistes allemands et français se connaissaient avant la guerre, se fréquentaient. August Markt a été beaucoup à Paris et ces artistes se sont retrouvés des deux côtés du front, patriotes les uns et les autres. Donc ça m'a permis une série de développements, sans que ça n'alourdisse, je pense, le livre sur la culture de cet Allemand, qui est évidemment une manière de subjuguer aussi Olga, qui elle-même est férue de littérature. Oui. Bien sûr, ici on a parlé de choses positives jusqu'à présent, mais bon, en lisant le roman, me vient beaucoup à l'esprit aussi le mot ignominie à l'esprit, avec bien sûr le village incendié par les nazis en représailles d'une attaque de tank par les résistants sur 2 chars qui pourtant semblaient fuir. Il y a de nombreuses victimes. Les résistants ne sont pas en reste avec Mostert, donc c'est le nom d'un des résistants, qui s'attribue la gloire d'avoir sauvé des hommes destinés au travail obligatoire, alors que c'est Olga qui avait initié cette chose. Donc ça, d'autre part, Mark Lansdowne est un autre résistant qui finit par faire amende honorable très loin dans le roman, en avouant sa lâcheté donc à Anton. Donc là j'ai un court extrait, volontairement court toujours pour maintenir l'intrigue. Donc les questions sont posées en fonction de ne pas dévoiler l'intrigue justement. Donc Lansdowne c'est un résistant donc, mais qui se justifie ici en fait d'un acte évidemment pas positif. La voix de Lansdowne a étouffé celle de Blanc. Donc Blanc c'est son nom de résistant. C'est son nom de résistant. Pendant ce moment terrible, j'ai tué le résistant. Je l'aimais passionnément. Il parle d'Olga. Elle me préférait un officier allemand. Je n'ai pas pu le supporter. Qu'il soit l'ennemi m'a bien arrangé ce 10 septembre. Ce jour-là, tout le monde a cru que j'approuvais le châtiment infligé à une collabo, la maîtresse d'un Bosch. La vérité, c'est que je me vengeais d'avoir été conduit. Oui.
Donc, les résistants avec le mauvais rôle. Oui, alors, ces événements se sont vraiment déroulés. Ouais. En fait, dans mon livre, je parle du village de Ranval. Je n'ai pas voulu donner le nom réel, ça s'appelle Marcourt, en fait, c'est le village de Marcourt. Ranval existe aussi. Oui, Ranval existe aussi en Ardennes, mais donc j'ai donné le nom de Ranval, mais enfin, là où les faits... Je n'ai pas voulu donner le nom pour une raison que je vais expliquer maintenant. Donc, les résistants, membres du mouvement national belge, par parenthèse au mouvement de résistants auquel appartenait mon père, ont attaqué en août 1944, au moment où la première débâcle des Allemands s'annonçait, ont attaqué sans raison objective des chars allemands. Bon, les ont incendiés. J'ai des photos chez moi dans la documentation que j'ai reçue de ces tankistes carbonisés qui sont à côté des chars. Donc un acte absolument inutile, et en plus ces résistants n'avaient pas pris la peine de protéger les villages alentours, alors qu'on savait bien que les Allemands se vengeaient. Et donc la vengeance a été terrible puisqu'ils ont brûlé la moitié du village. Ils ont enfermé pas mal de villageois dans une grange, ils les ont mitraillés pour ne pas qu'ils puissent en sortir, puis ils y ont mis le feu. Donc ça a été assez terrible. Ça fait songer d'ailleurs à un autre massacre, le village de Radour, ouais, sur Glane en France, qui a été un village martyr. Oui, tout à fait. Donc, je n'ai pas voulu donner le nom pour une raison très simple, c'est que ces événements, encore aujourd'hui, divisent le village. Il y a ceux, évidemment, qui cherchent à défendre les résistants, puis il y a les autres qui se disent, mais cet acte était idiot et a donc conduit au massacre d'une partie de notre population. Voilà. Mais comment vous est venue, de manière plus générale, cette habileté à appréhender les faiblesses humaines dans l'ensemble? C'est une sensibilité personnelle que vous avez? Peut-être. Mon expérience d'avocat aussi. Donc, j'ai à la fois comme avocat traité des affaires commerciales et puis par passion, j'ai plaidé plusieurs fois aux assises, j'ai donc approché de très près des crapules. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de divorces, avec, je le dis au passage, une clientèle essentiellement féminine, parce que, pour une raison très simple, c'est que 80% des divorces sont le fait de femmes, en fait. Hein. C'est elles qui initiaient, en tout cas à l'époque, la procédure. Et donc oui, ça m'a permis de côtoyer tout de même l'âme humaine dans ce qu'elle peut avoir de très sombre, et parfois de très, très, très sombre. Donc ça vous a aidé pour écrire? Oui, je vais vous raconter rapidement une anecdote. Ma dernière consultation, avant de devenir gouverneur de province, j'ai une jeune fille, une jeune dame, une très belle femme d'ailleurs, qui vient me trouver, qui m'explique qu'en fait elle a été l'objet d'agressions sexuelles de la part de son père. Et elle me pose la question, elle me dit, mais si je le tuais, qu'est-ce que je risque? Je dis, écoutez, ce sont les assises assurées, et j'ai le malheur de lui dire, je reproche encore cette phrase aujourd'hui, mais vous savez, c'est le genre d'affaire qui se plaide, qui peut se plaider très bien, hein, avec le contexte. Elle est rentrée chez elle, elle a poignardé son père. Donc, heureusement, il n'est pas décédé parce que la lame a été en partie arrêtée par le portefeuille. Voilà. Et donc, voilà, donc on voit la complexité des sentiments. Et donc, voilà, ça m'a considérablement nourri, outre d'ailleurs quelques tragédies familiales. Donc, voilà, on est fait de cela. On a déjà situé que l'action se passe en Wallonie, donc Randal est un village des Ardennes proche de Bastogne, j'avais dit, mais... Oui, mais c'est vrai, mais le nom ça vient... c'est très bien. Ouais. Et bon, donc c'est important pour vous de rappeler le contexte de l'époque avec les métiers, la cordonnerie, les scieries. Vous avez documenté ça, vous avez cherché? Mais écoutez, en ce qui concerne la cordonnerie, je n'ai pas dû chercher très loin parce que mon grand-père était cordonnier. Ah, voilà. Parce donc, il y a notamment une pierre, je ne sais plus le nom de la pierre. Mais oui, il y a la pierre à rasoir, oui, le coticule, qui est une pierre unique au monde. En détail à quoi oui, voilà. Donc, voilà, donc c'est comme cela. Et puis, oui, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai perçu, beaucoup de... Il y a
des cafés dont je parle qui existent, voilà, j'ai parfois changé de nom, mais, ou des villes ou des villages. Liège est aussi présente dans le roman. Pardon ? Liège est aussi présente dans Liège le roman. Un oui, restaurant de Liège. Bien sûr, oui, oui. Je connaissais bien Liège. D'abord, c'est pas loin de l'endroit où je suis né. J'y ai commencé mes études dans un collège dont, je le dis au passage, je me suis fait renvoyer définitivement. Donc, voilà. Voilà, c'était bien de rappeler la Wallonie ici, oui. à l'association royale des écrivains et artistes de Wallonie, par l'appeler. Donc, toujours sans dévoiler l'intrigue, ce roman m'a beaucoup fait penser au Silence de la mer de Vercors. Oui. Je vous l'avais déjà dit à ça. Donc, c'est le film on en a fait un film aussi qui a été réalisé par Pierre Boutron, avec Galabru dans le rôle du père. Il joue très bien d'ailleurs ce rôle. Voilà. Est-ce que vous avez pensé vous n'avez pas pensé, je pense, à ce livre en écrivant? Non, assez curieusement, je n'y ai absolument pas pensé. Heureusement peut-être. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est un peu la même intrigue, en tout cas avec les deux personnages principaux. Avec un déroulement très, très, très différent, évidemment. Oui. Hein. Mais cette comparaison m'est venue par après. Vous n'avez pas été le seul d'ailleurs à la faire, je vous l'avais dit. Mon vieux professeur de rhétorique, qui a aujourd'hui plus de 92 ans, m'a écrit exactement la même chose, par exemple. Ouais. Alors, on a idéalisé un peu le gentil allemand, donc, et souvent les mauvais résistants. Ici, en parlant, bon, c'est évidemment pas général. Hein, donc, il y a eu des résistants allemands en Allemagne, comme le groupe de la Rose Blanche, par exemple, de Sophie et Hans Scholl, qui ont été décapités. C'était des Allemands qui étaient résistants à Munich, et ils ont été décapités. Donc, c'était des jeunes gens, parce qu'ils étaient encore étudiants. Le personnage de Kurt Moll n'est-il pas un peu idéalisé? On finit par le trouver sympathique, et pourtant c'est l'ennemi quand il le faut. Il rappelle quand il le faut qu'il obéit aux ordres et fait partie d'un tout. Olga d'ailleurs le dit: je t'aime, Kurt, je t'aime tellement, mais je hais tout ce que tu représentes. Oui, c'est un peu l'amour et la haine ensemble, dans le même contexte. Oui, j'ai voulu décrire évidemment, il y a dans inutile de le dire, dans la résistance des personnages extraordinaires. Mais il y a aussi eu quelques personnages douteux, parce que je me suis intéressé évidemment au financement de la résistance. C'est un sujet assez tabou, on pense tous, en tout cas moi je le pensais, que les résistants vivaient d'amour et d'eau fraîche quelque part, hein, bon, qu'on faisait ça comme ça, qu'ils vivaient avec les ressources qu'ils pouvaient. Non, c'est pas du tout comme ça. D'abord ils étaient payés. Les résistants, entre guillemets, professionnels avaient une solde tous les mois. Comment étaient-ils financés? Il y avait plusieurs sources de financement. Il y avait tout d'abord ce qu'ils appelaient pudiquement des prélèvements. Moi, j'ai trouvé ça dans la documentation de mon père. Le mouvement national belge a fait 144 prélèvements. C'était des hold-up, tout simplement. Donc, parfois des hold-up arrangés, hein, avec la complicité de ceux qu'on hold-upait. Mais il y avait cela, il y avait le parachutage d'argent, il y a eu un emprunt très très important, je ne vais pas développer les choses ici, qui s'appelait l'emprunt Socrate, qui a permis de financer la résistance, mais certains résistants sont servis au passage sur ces fonds. Hein. Alors il y a des mouvements de résistants qui lorsqu'ils apprenaient ça, ne laissaient pas passer. C'était le cas notamment du mouvement dans lequel officiaient se manifestaient les résistants communistes. Là, si un résistant communiste était pris à faire ça, c'était une balle dans la tête tout de suite. D'autres étaient moins regardants pour ne pas perturber. Donc, dans mon livre, il y a des résistants qui ont une conduite déplorable, hein, pour des raisons diverses. Donc ici, on parlait plutôt de l'allemand. De l'attitude de l'allemand, donc je vais lire un court extrait. Le major Moll descendit de voiture calmement. Salut militaire en série, bras levés à la suite, talons qui claquent. Il fut reçu par ses hommes avec discipline. Des cartes furent déployées sur le capot de la voiture. Un conciliabule s'engagea entre les gradés présents. Ce fut l'affaire de quelques minutes. Des véhicules légers, des sidecars quittèrent la place par les 3 artères qui la desservaient. Ils se dirigèrent vers les campagnes avoisinantes. Il m'avait averti qu'il avait des comptes à rendre à ses supérieurs. Visiblement, il s'y préparait. Oui. Donc, ce n'est pas toujours le gentil allemand. Non, pas du tout. Il fait, si je puis m'exprimer ainsi, son métier. Voilà. Donc, cet Allemand qui n'est pas un nazi. Hein. Donc, il faut savoir qu'il
y avait des officiers allemands qui ne l'étaient pas. Von Rundstedt, qui a conduit la bataille des Ardennes, n'était pas nazi, il n'était pas membre du parti, mais c'était un officier, un Prussien. Ils exécutaient les ordres. Et ils exécutaient les ordres, et Molt aussi. Et donc Molt arrête des résistants, arrête des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne. Donc, effectivement, il y a ce côté-là du personnage que je ne passe pas sous silence. Hein. Oui, tous les personnages ont leurs faiblesses, même Olga, en fait, a ses même faiblesses. Olga, bien sûr. Elle a ses faiblesses, puisqu'elle arrive à concevoir un mariage de raison. Je ne dis pas pourquoi, parce que tout le monde dévoile l'intrigue. Voilà. Alors, pour ce qui concerne votre style, vos dialogues sont brefs, avec un jeu scénique direct. Vous êtes sensible au scénario, je crois, comme au cinéma. Oui. Et je pense que vous avez écrit une pièce de théâtre auparavant, donc ça vous a aidé aussi, sans doute, pour les dialogues. Oui, puis j'ai une mémoire visuelle, donc, et je vois ce que j'écris. Donc, je suis indiscutablement influencé par le cinéma, ça c'est clair, par les écrivains américains aussi, Tom Wolfe, dont j'aime bien la manière dont il découpe ses intrigues. Et voilà, je pense que ça se ressent dans mon écriture. Quant au dialogue, évidemment, j'ai écrit une pièce de théâtre auparavant. C'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Hein. J'ai donc dû m'adapter très très fort, y compris par exemple pour l'introduction des dialogues. Dans une pièce de théâtre, on ne les introduit pas par définition, ils sont joués, ils sont présents. Tandis que dans un roman, il faut quelquefois pouvoir les introduire. Voilà, je propose de terminer que vous nous parliez de vos sources littéraires, etc., et de vos projets. Alors, mes sources littéraires... Les sources et les projets, donc... Oui, d'accord. Mes sources littéraires sont très classiques, puisque j'ai terminé... Dans une adolescence chaotique, j'ai terminé mes 3 dernières années d'humanité dans un 3e collège où je revenais chez moi une fois toutes les 3 semaines pendant 24 heures. Donc et je dois dire que ce fut à mon bonheur d'ailleurs, parce que j'ai rencontré de véritables maîtres, des enseignants qui m'ont révélé à moi-même. Ça a été vraiment, sinon j'aurais pu, je le dis franchement, mal tourner. Et donc, mais j'avais comme seul loisir la lecture. Et donc j'ai lu énormément. Et je lis qui? Mais les grands classiques de l'époque. Je pense que j'ai dû lire tous les romans de Mauriac, j'ai lu Hervé Bazin, j'ai lu André Gide avec la complicité tacite de mes professeurs, puisque c'était un écrivain mis à l'index dans les collèges catholiques. Donc j'ai eu accès, j'ai lu Michel Déon. Bref, vous citez plusieurs fois le Grand Maule. Oui, le Grand Maule, évidemment, que j'ai adoré. Je pense que je ne dois pas être le seul, d'Alain Fournier. Ça a été une première source. Vraiment, tout ça m'a marqué très fort, je pense, même si c'est inconscient. Et puis, dans la littérature américaine, Tom Wolfe, dont j'ai tout lu aussi. J'ai trouvé vraiment... il écrivait un livre à peu près tous les 7 ans, lui. Hein. Vous l'avez lu dans la langue ou bien Non, je l'ai lu dans la traduction, mais dans de bonnes traductions, je pense, parce que si je connais l'anglais, je n'avais pas la maîtrise suffisante pour entrer vraiment dans la subtilité de la langue américaine. En revanche, je le dis au passage, je dois être un des seuls, sans doute, à n'être pas arrivé au bout du Da Vinci Code, qui a été lu par 80 millions de personnes. Moi je n'ai pas pu le terminer. Enfin bref, donc, mais voilà, quelles sont mes sources d'inspiration? Donc elles sont relativement peu contemporaines. Hein. Je veux dire, les auteurs d'aujourd'hui que je découvre. Oui, voilà, une culture très classique. En plus, j'ai fait des latins grecs, donc voilà, ça, ce sont mes sources d'inspiration littéraire. D'accord. Et alors, vos projets maintenant, pour terminer? Alors, j'ai un roman qui est chez mon éditeur pour le moment, et qui devrait sortir en principe pour la foire du livre, dont je viens d'apprendre qu'elle est annulée, mais donc c'est pour le mois de mars de l'année prochaine. J'en suis à la 7e version. Il y en aura une 8e parce que l'avantage de mon éditeur, c'est qu'il fait un vrai travail d'édition. Donc il y a un directeur de collection qui s'appelle Christian Libens, qui a publié lui-même pas mal d'ouvrages. Et donc, c'est normal que l'auteur défende son éditeur. Pardon ? Normal que l'auteur défende son éditeur. Oui, ça je le dis aussi. Mais, bon, il y a un suivi, quoi.
je suis accompagné, je peux discuter. Et encore récemment, il m'a dit, écoute, bon, il y a quelques problèmes qu'on devrait revoir, notamment, bon, il y a tout le problème de l'orthographe, de la ponctuation, etc. Hein, mais donc oui, mon roman est prêt, mon prochain roman est prêt. Et c'est un roman où les femmes, 4 femmes, vont jouer de nouveau un rôle essentiel, avec des thèmes qui sont déjà abordés dans ce livre, la libération. Je vais évoquer notamment la période de mai 68, etc. Je l'ai vécu personnellement lorsque j'étais à Louvain, et ça a été le début de la libération quand même. Hein. Donc voilà, je peux écrire pas mal de trucs là-dessus, puisque je les ai vécus personnellement, de manière un peu particulière. Voilà, on verra ça avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.